125 milliards de francs CFA pour construire et réhabiliter de nombreuses infrastructures sanitaires de référence en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui bénéficie de l'appui de partenaires privés européens. La ville d'Odiéné a reçu sur son aéroport entièrement rénové un avion de ligne de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan, ce qui marque le démarrage effectif des vols réguliers à destination de la capitale du Denguélé, interrompu depuis 20 ans. Et l'Europe, qui fait face à une crise sans précédent avec l'afflux incessant de migrants, tente de trouver des solutions, mais les divergences persistent. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Les travaux de bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchy et de construction du pont de Bétier vont démarrer. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 125 milliards de francs CFA pour construire et réhabiliter de nombreuses infrastructures sanitaires de référence en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui pilote le projet bénéficie de l'appui de partenaires privés européens. Un protocole d'accord a été signé pour le démarrage effectif du projet, nous explique Konepa Gassoro. 125 milliards de francs CFA. C'est le coût de la réhabilitation et de la construction d'infrastructures sanitaires dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Objectif de ce projet, permettre aux populations de fréquenter des centres de santé assainis, mais aussi de se soigner dans de meilleures conditions. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, partenaires privés et ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ont signé un protocole d'accord. C'est pour couvrir tout le territoire national. Et le projet pilote, en fait, on espère qu'on pourra le faire très bientôt, en commençant par, évidemment, une localité que le ministère mettra à notre disposition. Pour ces partenaires, les établissements de santé réhabilités ou construits seront tous équipés avec du matériel de pointe. Le directeur du cabinet de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Abdoulkader Keïta, représentant Raymond Goudou Kofi, leur a traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude. Ce projet, selon lui, vient soutenir et appuyer les efforts du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de santé. Profitant de l'occasion, Abdoulkader Keïta a une fois de plus exhorté l'ensemble des agents de santé à respecter les consignes de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le respect des patients, le travail professionnel, l'arrêt définitif du racket dans les hôpitaux, entre autres. Air Côte d'Ivoire atterrit à Odiéné. La ville a reçu sur son aéroport entièrement rénové un avion de ligne de la compagnie en provenance d'Abidjan, ce qui marque le démarrage effectif de vols réguliers à destination de la capitale du Denguélé, interrompu depuis 20 années. Lancine Bakayoko, Adama Kone. Le premier battement d'aile de l'oiseau orange, blanc et vert a eu lieu ce jeudi à l'occasion d'un vol inaugural à Abidjan-Odiéné. Au pied de l'échelle de coupée, une population nombreuse et joyeuse. Le temps de voyage est désormais de 1h15, là où par la route le trajet dure 10 heures. En réinvestissant le ciel des villes de l'intérieur et principalement la cité d'Odiéné, Air Côte d'Ivoire vise au moins 2 objectifs. Ces vols permettront de développer les affaires, les investissements, mais surtout également le tourisme. Effectivement, les opérateurs et l'administration touristique voient dans ce retour une aubaine pour relancer l'activité. Cette région regorge de pas mal de sites touristiques. Vous voyez la mosquée, vous voyez des sites mémorables tels que ceux de Samori Touré, de René Caillé. Sur le volet commercial, décollage réussi pour la compagnie nationale. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, la compagnie affiche une bonne santé. En 2014, elle a transporté 400 000 passagers qui ont généré un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA. Des performances qui donnent des ailes, mais il y a encore du chemin à parcourir pour voler plus haut. Aujourd'hui, le capital de Air Côte d'Ivoire est à 25 milliards. Mieux, la mission que le président nous assigne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici fin 2016, la compagnie soit totalement capitalisée à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Cette révalorisation de l'assiette va permettre de consolider l'ambition de faire d'Abidjan un hub important avec la desserte de l'Afrique en général et en particulier l'interconnexion des différentes capitales de la CEDEAO.
C'est un don du fonds d'assistance au secteur privé logé à la BAD, près de 559 millions de francs CFA pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et ce fonds va permettre aux jeunes de créer leur entreprise. La BAD et la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, ont signé aujourd'hui une convention. Le reportage de Justine Seiguiké. Un appui financier de plus de 558 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD au patronat ivoirien pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce don du Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA, logé à la BAD, contribuera notamment à l'identification conjointe de jeunes promoteurs porteurs de projets bancables, à l'accompagnement et au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et à la facilitation de l'accès au financement auprès des banques commerciales. Cette initiative n'est pas surprenante ou nouvelle. Au contraire, elle est au centre de notre opération et nous sommes très fiers d'accompagner la CGCI. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui a fait de la création d'entreprises par les jeunes son cheval de bataille, compte soutenir un bon nombre de jeunes avec ce fonds. Depuis quelques années, il est apparu important que les Ivoiriens s'investissent dans l'entrepreneuriat. Et cela ne peut se faire que par des jeunes. Nous avons mis en place une commission pour les accompagner. Et cette commission avait besoin forcément d'un certain nombre d'appuis. Et nous venons de trouver auprès de la BAD cet appui qui peut nous permettre de démultiplier nos actions. Ce projet de développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire vise 200 plans d'affaires qui seront soumis à compétition par des jeunes entrepreneurs. Le Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA est un fonds thématique qui octroie des subventions pour le renforcement des capacités, le capital d'amorçage et les services de conseil afin d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie de développement de la BAD. Il est soutenu par les gouvernements du Japon, d'Autriche et par la Banque africaine de développement. Et Abidjan abrite un séminaire régional. La réflexion porte sur les échanges commerciaux entre la Chine et les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, rôle du transport maritime et de la facilitation des échanges. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement apporte son appui technique. Explication, Herman Niamien. Le continent africain est devenu la source d'importation la plus importante de la Chine. Ces 10 dernières années, les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique, notamment le volume des échanges, connaît une forte croissance. Malgré cette réalité, le marché chinois n'est pas bien connu de tous les exportateurs africains. Ce séminaire initié par l'Office ivoirien des chargeurs vise donc à outiller les opérateurs, à savoir les importateurs et exportateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, afin qu'ils s'imprègnent des contours et autres pratiques du commerce entre l'Afrique et la Chine. Dans l'année 2013, on a enregistré un chiffre à peu près 200 milliards de US dollars en termes de commerce entre nos deux parties. La plupart des transports se fait par le transport maritime. Donc, vous voyez, donc c'est l'importance de ce séminaire. Ce séminaire a aussi pour objectif d'identifier et d'apprécier les appuis des organismes financiers pour la promotion du commerce entre l'Afrique de l'Ouest, du Centre et la Chine, afin d'examiner dans quelle mesure l'accord sur la facilitation des échanges peut contribuer au développement des échanges sino-africains. La presque totalité des échanges de la Côte d'Ivoire se font par la mer. C'est-à-dire combien nous accordons une importance capitale à cette rencontre. Plus de 150 participants issus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre participent à ce séminaire qui s'achève ce vendredi 4 septembre. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance se rapproche des populations pour mieux se faire connaître. Elle organise donc une série d'ateliers d'information. La sensibilisation a commencé avec les ONG et des centrales syndicales. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend ainsi prévenir et lutter contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Justine Seiguiké. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique, le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement. Ainsi, un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption est mis en place depuis 2013.
en vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs du secteur public et privé, ainsi que de la société civile, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec l'appui financier du Millennium Challenge Corporation, MCC, procède à la diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la corruption, aux infractions assimilées après leur compilation et édition. Les premières cibles, les organisations non gouvernementales et les centrales syndicales. En tant qu'ONG, nous avons pour rôle de vulgariser les textes de loi et de sensibiliser la population sur le phénomène et dénoncer auprès des institutions étatiques créées à cet effet. Après cet atelier, nous avons peut-être les arguments nécessaires pour pouvoir nous adresser à qui de droit. Le niveau de corruption en Côte d'Ivoire l'année dernière était de 57%. Comparativement à certains pays africains, c'est un niveau moyen qui pourrait baisser au fil des années avec des actions conjuguées de lutte anticorruption, selon le coordonnateur national du MCC. C'est un système qu'il faut combattre d'abord à travers la prévention. Donc ça se fait sur plusieurs années. Il y a une éducation à faire collective. Il y a également la répression, c'est-à-dire poser des actes forts. Après ce premier atelier d'information qui annonce une série d'ateliers, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance envisage une vaste campagne de vulgarisation de ces textes. L'OIPC vient de faire don à l'Office national de la protection civile. C'est un don de matériel à hauteur de 180 millions de francs CFA. L'Office international de la protection civile renforce ainsi les capacités opérationnelles de l'ONPC. Le don a été réceptionné par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Adama Kamagati, Abou Sanogo. Ce sont des compresseurs, marteaux-piqueurs, tenues de sauvetage, des lampes et des motopompes d'une valeur de 180 millions de francs CFA dont bénéficie l'Office national de la protection civile ONPC. Geste de l'Office international de la protection OIPC. Pour le donateur, le docteur Vladimir, ce don qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Office international de la protection civile OIPC vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'Office national de la protection civile. Le secrétaire général de l'OIPC espère que ces matériels vont permettre de prévenir efficacement les risques tels que les catastrophes, incendies et autres écroulements. Pour Fiacre Kilifanidi, directeur général de l'ONPC, ce don va permettre d'assurer une protection plus efficace des personnes et des biens. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a au nom du gouvernement exprimé sa gratitude à l'endroit de l'OIPC. Nous sommes très heureux de recevoir, n'est-ce pas, l'Organisation internationale de protection civile qui est venue ici dans notre pays pour apporter matériel important de protection civile, n'est-ce pas, l'Organisation nationale de protection civile. Et avec ce matériel, je pense que l'Office national, avec ses partenaires que sont les sapeurs-pompiers et le SAMU, seront en mesure, n'est-ce pas, d'apporter le secours nécessaire. D'autres dons suivront à assurer l'OIPC, notamment dans le domaine de la nouvelle technologie. Ce geste a été fait en marge de la formation des offices de la protection civile des autres pays africains. La deuxième réunion africaine des directeurs généraux, directeurs de la protection civile, se tient à Yamoussoukro. Au menu, la présentation du rapport d'activité du secrétariat général de l'Organisation internationale de la protection civile au niveau africain et les recommandations de la rencontre de Ouagadougou. Explication Charles Tatou de RTI Boaké. La protection de la population contre les catastrophes préoccupe les responsables des structures africaines en charge de la protection civile. Directeurs généraux de la protection civile issus de 15 pays africains et responsables de l'Organisation internationale de protection civile sont à Yamoussoukro pour 4 jours. Ils réfléchissent sur la politique de promotion de protection civile. Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bamba Cheikh Daniel, a ouvert les travaux. Le Premier ministre, son Excellence Kablan Duncan, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ont eux-mêmes reçu le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, montrant ainsi le grand intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à la problématique de la gestion anticipée et de la réaction devant les catastrophes de tous genres qui peuvent survenir dans un État.
Vous voyez le nombre de pays africains qui sont présents ici. Vous avez aussi assisté à la vidéoconférence qui montre que c'est une problématique qui est prise en compte au niveau international. Même les pays les plus développés connaissent des catastrophes à grande échelle. Chaque pays doit continuer à travailler chaque jour afin de renforcer la structure nationale de protection civile ou en charge de la gestion de catastrophes. Cette rencontre est la deuxième du genre après celle tenue à Ouagadougou il y a de cela 2 ans. Les travaux permettront aux participants d'afficher leur volonté de solidarité face aux différentes catastrophes que connaît le continent africain. Nous restons à Yamoussoukro, direction le lycée scientifique où se sont tenus les travaux de la session ordinaire du Parlement des enfants. Le Parlement réuni a fait le bilan de ses activités menées au titre de l'année écoulée. On retrouve Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Depuis 2014, les enfants de Côte d'Ivoire disposent d'un parlement, une tribune libre qui leur permet de s'exprimer pour la prise en compte de leurs opinions. Ils sont au total 93 lycéens et collégiens issus de toutes les régions du pays qui forment ce parlement des enfants. Pour leur rencontre annuelle au titre de l'année 2015, ils ont choisi la ville de Yamoussoukro où ils séjournent, accompagnés de leurs encadreurs. Le bilan de toutes les activités menées au cours de l'année écoulée est au centre des travaux de leur session ordinaire, qui marque également le premier anniversaire de leur institution. En Côte d'Ivoire, les enfants rencontrent plusieurs difficultés, mais nous enregistrons le manque date de naissance des enfants, le manque de scolarisation, les discriminations. On enregistre le phénomène des enfants de la rue, des enfants microbes, dont on parle beaucoup maintenant. Depuis notre élection, on a déjà un plan d'action, mais on a des perspectives aussi dont on va débattre durant notre session parlementaire afin de relever le niveau de vie des enfants de Côte d'Ivoire. Un enfant qui souffre, comment il peut devenir un bon citoyen ? Or, le citoyen qui est heureux, c'est celui-là qui permet au pays de se développer et de prendre l'essor. Donc, si on n'investit pas dans la jeunesse, si on n'investit pas dans les enfants et qu'on retrouve des enfants qui ne peuvent pas, aller à l'école, qui n'ont pas droit à la santé, sur qui on compte pour l'émergence. Le séjour des jeunes parlementaires ivoiriens sera aussi marqué par des activités socioculturelles et la remise des dons faits aux patients dans certaines formations sanitaires de la ville de Yamoussoukro. Nous partons à présent dans le département de Bondoukou, où le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est en tournée. Cadre de ce département, le ministre Kobena Kwasi a rencontré les populations pour expliquer la politique de développement du président Alassane Ouattara, notamment l'électrification de 130 villages de la région avant fin 2015 et la construction de centres de santé et d'écoles. Mamadou Kwasi. Bientôt, 130 villages du district d'Izanzan bénéficieront de l'électricité. Parmi ces localités figure Olobidi, un village de la sous-préfecture de Sorobango dans le département de Bondoukou. Mais avant la fin des travaux prévus pour novembre 2015, les populations de ce village ainsi que celles de 6 autres villages aussi bénéficiaires de cette action du président de la République décident d'unir leurs forces. Elles ont créé une mutuelle de développement dénommée BITA. Elles veulent fédérer les forces afin de lutter contre la pauvreté. Une journée est donc organisée pour exprimer leur reconnaissance au président de la République pour le choix de leur village dans ce programme d'urgence d'électrification. Parrain de cette cérémonie, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani salue cet esprit d'entente et de solidarité qui règne dans le royaume Koulongo. Il invite par ailleurs la population à soutenir les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Car le chef de l'État, selon lui, envisage un vaste programme de développement pour leur région. Kobena Kwasi Adjoumani invite ses parents à renouveler leur confiance en Alassane Ouattara afin d'achever ces chantiers de développement. Aujourd'hui, Bondoukou est en chantier. Vous voyez les machines qui sont en train d'ouvrir les routes, les machines qui sont en train de réhabiliter les routes, les pistes villageoises. Et également, il y a de l'eau un peu partout. Mais tout n'est pas fini parce que le président a engagé un développement qui vient de commencer et d'ailleurs qui va continuer. Et c'est pour cela que nous voulons lui donner ce deuxième mandat afin qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il entreprend de faire dans notre région. Après Wolobidi, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation ont visité plusieurs villages du département de Bondoukou pour parler des actions de développement du président Alassane Ouattara.
Ils sont jeunes, cadres du RHDP. Ils ont décidé de créer une tribune pour présenter les actions du président de la République. L'association des jeunes cadres du RHDP a fait sa sortie officielle hier. Elle a présenté ses activités au public. Salimata Dia, Maïsako. Soutenir et vulgariser les acquis et réalisations majeures du président Alassane Ouattara, c'est la mission de l'Association des jeunes cadres du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour atteindre son objectif, elle a initié une série de panels qui se tiendront tous les mercredis jusqu'à la date du prochain scrutin. Nous n'avions qu'un seul objectif, celui justement de donner aux jeunes cadres que nous sommes les informations vraies sur la méthode Ouattara et les nombreux résultats auxquels elle a abouti en si peu de temps. Et pour y arriver, les jeunes cadres se proposent de mettre à contribution les jeunes cadres à travers des débats, des conférences, des panels pour défendre le bilan du président Alassane Ouattara. Le ministre du Budget, parrain de la cérémonie, également jeune cadre de l'Alliance des oufouettistes, a encouragé l'initiative de mettre en exergue le travail abattu par le président Alassane Ouattara. Je suis persuadé que c'est par la combinaison harmonieuse de nos idées que nous parviendrons à dégager une approche efficace devant permettre de défendre les acquis et les actions que le président de la République a menées au cours des 4 dernières années. Ce premier mandat a donc consisté à dire ce qu'on veut faire ce qu'on dit et rendre compte de ce qu'on fait. Au cours de cette première conférence, Lanciné Diaby, directeur général du plan et de la lutte contre la pauvreté, a tenu un exposé axé sur la situation de la Côte d'Ivoire à l'aube de l'émergence. Parmi les angles abordés, les acquis majeurs du PND, le Programme national de développement 2012-2015, dont le prochain est attendu dans les mois à venir. Dans moins de 2 semaines, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région du Sud Comoé. Sur place, l'événement se prépare. Élus et cadres de la région multiplient les rencontres. Les femmes cadres du Sud Comoé comptent s'impliquer dans l'organisation en sillonnant les localités pour la mobilisation. Abou Sanogo pour les explications. Réussir la mobilisation pendant la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur région. C'est le défi qu'entendent relever les femmes cadres du Sud Comoé les 14 et 15 septembre prochains pour démontrer leur attachement et leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara. Venues d'Aboisseau, d'Adiaké, de Grand Bassam et de Tiapoum, elles s'engagent à faire de cette visite d'État une réussite. Vu que ces actions qu'il a posées, nous-mêmes nous entrons déjà dedans. Nous voulons vraiment que son arrivée réussisse. C'est pour cela que nous nous sommes vraiment organisés. C'est une première fois parce que cette fois-ci, c'est toute la région quand même du Sud Comoé qui se met ensemble. Les femmes du Sud Comoé ont vraiment soif de le voir, ont soif de le toucher, de toucher son épouse qui fait tant pour la Côte d'Ivoire, tant pour les femmes et pour les enfants de ce pays. C'est pour cette raison que les femmes se sont dit qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne se rassemblent pas et qu'elles puissent parler d'une voix. En 4 ans, nous avons vu tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'avec impatience, on l'attendait chez nous. Il va nous apporter beaucoup. C'est la première fois quand même que le président de la République se rend dans cette région. Donc je pense que le Sud Comoé est fin prêt pour accueillir son illustre hôte. Le ministre Jean-Claude Brou, représentant le Premier ministre, appelle à la mobilisation. La visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Sud Comoé sera l'occasion pour les populations d'exprimer leurs attentes. Il s'agit de la première visite que le président de la République effectue dans notre région depuis son élection à la magistrature suprême. Et donc, bien que pour cela, nous devons manifester à travers une mobilisation exceptionnelle notre joie d'accueillir le président de la République dans le Sud Comoé. Les populations du Sud Comoé attendent avec impatience le président de la République Alassane Ouattara le 14 septembre à Adiaké et Grand Bassam, puis le 15 septembre à Aboisseau et Tiapoum. La 7e édition du Festival du Zanzan a démarré hier à la place publique de Bondoukou. Le ministre de la Culture a procédé à l'ouverture. Le festival, qui va durer 3 jours, va promouvoir le patrimoine culturel du district du Zanzan. Voyons cela avec notre envoyé spécial dans le Zanzan, Grace Kando. Chants,
danse, parade des acteurs en costume traditionnel, défilé des différentes troupes à la place publique de Bondoukou. L'événement est de taille. Il s'agit de la 7e édition du Festival du Zanzan qui s'inscrit dans le programme national de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction, de cohésion et d'entente. Il s'agit du bien vivre ensemble. Faire en sorte justement que tous les Ivoiriens se sentent frères et qu'ils participent à la construction de notre nation. À l'UNESCO, il est important que ces patrimoines soient valorisés pour justement montrer son importance dans le développement. Aucun développement n'est possible s'il n'est sous-tendu par la culture. 3 jours de festivités autour d'un thème, alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale. Le Zanzan, c'est la Côte d'Ivoire en miniature parce que depuis des lustres, 12 ethnies vivent en harmonie. Et il faut le festival pour mettre tout cela en exergue, tout cela en valeur. Personne à Bondoukou ne se regarde en chien de faïence, on est tous frères. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. En dehors de son aspect festif et récréatif, la culture crée la cohésion sociale. La culture crée le vivre ensemble. La culture crée le brassage des peuples. Et on le voit ici dans le Zanzan, plusieurs peuples cohabitent pacifiquement en partageant les mêmes valeurs, en partageant la même culture. Ce festival permettra de créer une banque de données relative aux danses, instruments de musique et costumes, de conserver et promouvoir la mémoire artistique et culturelle de la région. Le village de Boussoué, dans le département de Tia-Salé, a un nouveau chef. Son nom, Nanan Essan Niangoran. C'est un ancien fonctionnaire international. Il a été installé, selon la tradition, à Ni-Asrin, en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Mamadou Kwasi. Après 30 ans de service à l'international, comme représentant pays de l'UNFPA, Essan Niangoran préside désormais à la destinée du village de Boussoué, village situé dans le département de Tia-Salé. Il reçoit ses attributs de chef selon la tradition Agni Asrin, ainsi que son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Gboloville. Avec tous ses pouvoirs, Nanan Essan Niangoran promet l'entente, la solidarité et la cohésion pour le développement du village. Parrain de cette cérémonie d'intronisation, le ministre Banama Maurice exhorte les chefs à renforcer la cohésion et l'entente qui règne dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Banama Maurice demande à la chefferie traditionnelle de soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara et à contribuer pour des élections apaisées. Reconnaître le travail que vous faites aux côtés de l'administration centrale pour conduire la population à la paix, à la cohésion. Oui, chef de l'État me charge de vous saluer et de vous dire toute sa confiance et ce que vous ferez dans les jours et semaines à venir à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Le président de la République entend de vous votre engagement fort pour des élections apaisées. La représentante pays de l'UNFPA salue la désignation de Nanan Essan Niangoran pour diriger le village de Boussoué. Selon elle, le nouveau chef a plusieurs qualités et a fait ses preuves dans son institution, ce qui lui a valu plusieurs promotions. Après Boussoué, le ministre Maurice Badaman s'est rendu à Zianoua pour l'installation de la jeunesse locale. Le ministre les a invités à investir tous les ménagers et hameaux pour parler des actions de développement du président Alassane Ouattara. Pour la prise en compte des besoins de la jeunesse, le ministre Maurice Badaman annonce le passage de l'agence Emploi Jeunes dans le village de Zianoua. L'OMS déclare à nouveau la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria, où l'épidémie a fait près de 4 800 morts sur un peu plus de 10 600 cas. Désormais, le Libéria entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. En Sierra Leone, par contre, la bataille n'est pas encore gagnée. On continue de se battre contre le virus Ebola. La reprise des cours se fait sous haute surveillance dans les écoles ou dans la rue. La sensibilisation à Ebola reste le maître mot. Alexis Ouedraogo. Malgré le nouveau cas d'Ebola déclaré dans le nord-ouest du pays, les quelques 1 800 000 élèves de Sierra Leone ont rejoint les salles de classe cette semaine.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a décidé d'accompagner le gouvernement avec du matériel, des formations pour les enseignants, les campagnes de sensibilisation en vue de réduire au maximum les risques de contagion. Une étape positive vers la fin de la crise, mais le pays doit rester vigilant. L'école et les gens ici m'ont manqué parce que quand on est à la maison, on n'apprend rien. Alors qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses. L'école m'a manqué et maintenant que c'est la rentrée, je suis très contente. Les enseignants ont été instruits aux règles de base à adopter, comme la prise de température, le lavage des mains et en cas de problème, appeler la ligne Ebola. Les enfants qui ont été directement ou indirectement touchés par Ebola ont également été sensibilisés. Le jour de la rentrée, nous avons rappelé à nos élèves que le virus Ebola est toujours présent et qu'il faut donc continuer de faire les gestes que les médecins nous ont appris. On leur dit de ne pas avoir de contact physique, c'est la méthode ECP, E pour éviter, C pour contact et P pour physique, ce qui donne éviter les contacts physiques. Une localité de près d'1 millier d'habitants dans le nord du pays a été mise en quarantaine à la suite de la découverte d'un nouveau cas d'Ebola. Une femme décédée fin août ont annoncé vendredi les autorités. Hors du continent africain, l'Europe, qui fait face à une crise sans précédent avec l'afflux incessant de migrants, tente de trouver des solutions, mais les divergences persistent. Les images du cadavre du petit Alan Kurdi échoué sur une plage turque ont ému la planète entière, poussant les chefs de la diplomatie européenne à se réunir pour 2 jours à Luxembourg. Le couple franco-allemand propose une répartition des réfugiés entre les 28 pays de l'UE. Les opposants à ce système de quotas, notamment la Hongrie et la Pologne, en réunion aussi à Prague, préparent leur riposte. Explication Sylvie Touré. Faute de train pour l'Autriche, ces migrants ont opté pour la marche. Au nombre d'1 millier, ils comptent parcourir à pied les 175 km reliant Budapest à la frontière autrichienne. Je suis resté 10 jours dans le métro qui était fermé. Nous avons tous des billets, mais le métro est resté fermé. Je veux partir et on va tous partir ensemble. Si Dieu le veut aujourd'hui ou d'ici 3 jours, nous partirons. 3-4 jours, on est prêt à attendre. On ne veut pas rester ici. Il n'y a rien pour nous ici. La crise des migrants fait des vagues en Europe. Les 28 pays ont du mal à accorder leur violon. Certains, notamment la France et l'Allemagne, sont favorables à une répartition par quota, tandis que d'autres ne veulent pas en entendre parler. La Hongrie a d'ailleurs durci sa législation en la matière, toute chose qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette crise a mis en lumière de fortes différences au sein des pays européens, au niveau des politiques, mais aussi des attitudes des différentes nations. Il y a un manque d'unité vis-à-vis de la prise en charge et de l'accueil de ces personnes. En attendant une solution européenne à la crise, les populations, notamment celles de Munich, apportent déjà des vivres et non-vivres aux migrants. Des ONG chargées de recueillir des dons disent d'ailleurs être débordées par la forte mobilisation autour des migrants. Une rencontre décisive est annoncée le 14 septembre prochain. Elle réunira les ministres de l'Intérieur qui tenteront de trouver un compromis à cette crise qui divise profondément l'Europe. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.